Bonjour et bienvenue à cette série d'ateliers webinaires de formation d'animateurs et animatrices d'ateliers de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées. Cette série d'ateliers est offerte dans le cadre d'un projet national développé par la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada et son réseau de partenaires dans les provinces et territoires. L'atelier d'aujourd'hui fait partie de la série de webinaires sur la formation d'animateurs et animatrices d'ateliers de sensibilisation à la maltraitance envers les aînés. Nous avons pour l'atelier d'aujourd'hui Myriam Romanin, qui est agent de projet à la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada, qui va se joindre à nous pour faire la présentation de l'atelier. Je vais lui céder la parole pour la durée de cet atelier et je suis juste en train de le faire. Alors voilà, et puis je vous invite à ce moment-là, si vous avez des questions, à lever votre main et Myriam va procéder à répondre à ces questions. Bonjour à toutes. Comme Céline l'a dit, je m'appelle Myriam Romanin. Je suis agente de projet pour la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada. J'ai travaillé sur plusieurs projets avec la Fédération. Par exemple, je collabore à la rédaction du bulletin Entre les branches, pardon, et aussi présentement sur un projet qu'on appelle Langue et culture au primaire et tout dernièrement sur ce webinaire-ci qu'on va voir ensemble. Donc, on va passer la prochaine heure et demie ensemble. Je vais vous demander d'être patiente. C'est une des premières fois que je travaille avec le webinaire. Donc, peut-être que vous allez voir que des fois, je vais passer un peu rapidement sur une acétate, je reviendrai à l'arrière. Donc, je vais vous demander d'être patiente. Et aussi parce que c'est la première fois que je vais donner cet atelier-là. Et je vais vous demander aussi, vous allez voir, j'ai tendance à avoir un débit de voix rapide. Donc, si vous trouvez que je parle trop vite, n'hésitez pas à le mentionner dans le clavardage. Je vais essayer d'ajuster mes flûtes et ralentir mon débit de voix. Donc, déjà, on pourrait commencer. On va aller passer à travers le plan, le plan de l'atelier d'aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment animer un atelier auprès d'une clientèle adulte et les concepts de l'andragogie. Donc, nos objectifs, c'est apprendre la façon d'animer un atelier destiné aux adultes en se basant sur les différents concepts de l'andragogie et aussi présenter les outils d'animation qui ont été mis en place par la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada et leur utilisation, parce qu'il y a plusieurs outils qui ont été élaborés pour vous aider à mettre sur pied un atelier. On va voir ensemble les différentes caractéristiques des adultes apprenants ou des apprenants adultes. On a souvent tendance à dire que les enfants sont de grands adultes ou que les adultes sont plutôt de grands enfants et que les enfants sont de petits adultes. C'est pas tout à fait vrai. Même si on connaît beaucoup d'adultes qui sont restés enfants, chacun a leurs propres caractéristiques et connaître ces caractéristiques-là, ça nous permet de mieux leur apprendre, de mieux enseigner aux adultes. Après, par la suite, on va voir l'application des théories de l'andragogie, l'application aux caractéristiques qu'on va avoir vues ensemble, ou à quelques caractéristiques. Et après, on va avoir le témoignage de Madame Mélina Galland, qui est bénévole et animatrice formatrice à l'île du Prince-Édouard, qui nous a fait parvenir son témoignage. Madame Mélina a donné beaucoup d'ateliers de formation, de sensibilisation pour la fraude et pour la maltraitance. Donc, elle a un témoignage à nous donner. Par la suite, on va aussi avoir... je suis désolée. Donc,
On va aller voir, on va connaître, on va apprendre quelques secrets d'un bon animateur. On n'est pas tous nés avec la capacité d'être un excellent animateur tout de suite. Être bon animateur, ça s'apprend. Il y a des secrets, il y a des clés pour ça. Puis après, on va terminer avec l'organisation d'ateliers de sensibilisation à l'aide des outils développés par la Fédération des aînés et aînées du Canada. Donc, sans plus tarder, à moins que vous aviez des questions, on pourrait déjà commencer avec la formation. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Donc, oui, pour Madame Schmidt. Donc, s'il n'y a pas de main levée, parfait pour Madame Côté. Donc, moi, je vais continuer. Donc, c'est parfait pour Madame Trojani. Donc, on va continuer sans plus tarder. On a quand même du temps limité. Donc, on va commencer avec l'atelier. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, les objectifs, on les a vus tout à l'heure. Je vais juste les reprendre. Donc, c'est apprendre la façon d'animer un atelier destiné aux adultes en se basant sur les concepts de l'andragogie. Et la présentation, bien sûr, des outils d'animation mis en place par la Fédération et leur utilisation. Donc, qu'est-ce que l'andragogie? Selon le Larousse, c'est la science et la pratique de l'éducation des adultes. L'andragogie, c'est aussi l'andragogie, c'est ce qu'est à l'adulte, ce que la pédagogie est à l'enfant. L'andragogie, on dit aussi que c'est une forme active d'apprentissage, contrairement à la pédagogie qui est beaucoup plus passive. L'andragogie, c'est quand même assez récent, ça date du 20e siècle, mais déjà, là, il y a très très longtemps, Socrate avait bien compris qu'on ne pouvait pas enseigner de la même façon aux enfants qu'on enseigne aux adultes. Donc, selon lui, Socrate disait que enseigner, je ne peux rien enseigner, rien à personne, je peux juste le faire réfléchir. Et c'est ça, l'andragogie. C'est emmener l'adulte à se former lui-même, à avoir une certaine réflexion sur son propre apprentissage. Si on regarde l'autre acétate, c'est un tableau comparatif d'une approche pédagogique traditionnelle et une approche andragogique. Donc, tout à l'heure, je vous disais que la pédagogie, c'est une forme passive d'apprentissage. Ce que je veux dire, c'est que les enfants, leur besoin est déterminé par l'enseignement. Donc, ils vont s'asseoir dans la salle de classe et ils subissent leur formation. Une formation qui va être dispensée par l'enseignant, par le professeur. L'expérience des enfants est peu utile à cette formation-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que les enfants ont pas d'expérience, ils ont tous une expérience différente, mais on ne va pas s'en servir. Et l'orientation de la formation, elle se réalise autour de thèmes et de contenus qui sont dispensés par l'enseignant. Chez les adultes, c'est pas tout à fait pareil. L'adulte, ses besoins à lui, son besoin, lui, est déterminé par la nécessité d'agir. Les adultes sont acteurs, sont responsables dans leur formation. Souvent, quand un adulte décide d'aller faire un atelier ou d'aller prendre une formation, c'est qu'il ressent le besoin. Son besoin lui vient soit des expériences de sa vie ou quelque chose qu'il a vécu. Par exemple, vous voulez donner des ateliers sur la sensibilisation aux fraudes ou encore à la maltraitance envers les aînés. Là, j'extrapole, mais peut-être c'est parce que dans votre vie, vous avez été témoin d'injustices et vous voulez lutter contre ces injustices-là. Donc, pour vous, une façon de lutter contre ces injustices-là, c'est de sensibiliser les gens, c'est de donner des ateliers. Pour donner ces ateliers-là, vous devez faire une formation que vous suivez en ce moment. Donc, toute votre expérience est décisive, toutes vos expériences sont décisives dans la prise de décision de votre formation. Et l'orientation de la formation se réalise autour souvent de problèmes qui sont rencontrés, que vous allez rencontrer dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. Donc, l'adulte est très actif dans sa formation, contrairement à l'enfant. Donc, si on passe aux différentes caractéristiques de l'adulte apprenant, donc j'ai vu que la plupart d'entre vous avaient déjà donné des formations aux adultes. Donc ça va être peut-être un retour, vous allez
vous allez déjà peut-être avoir quelques informations, vous connaissez le sujet, donc c'est peut-être tout simplement là, pour faire un retour pour vous. Vous allez aussi être conscient qu'il y a d'autres caractéristiques, donc j'ai vraiment sorti les principales. Donc, l'adulte apprenant, l'adulte, lui, il va apprendre toute sa vie. Les activités qu'il mène, ses expériences, ses relations, tout ce qui va se passer dans la vie sont source d'acquisition de savoir, source d'acquisition de nouvelles compétences. Donc, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, un adulte va apprendre tous les jours et pas uniquement quand il est assis devant sa salle de cours, dans sa salle de classe plutôt, ou dans votre formation. L'adulte est toujours en apprentissage. Les adultes, si on regarde le point 2, les adultes ont un bagage d'expérience, puis ils aiment apprendre des expériences des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est évident que de par son âge, l'adulte a plus d'expérience qu'un enfant. Un enfant est tout jeune, il a très peu d'expérience. Ce n'est pas le cas de l'adulte. Toutes ces expériences-là, ils vont être constructrices de l'identité de la personne. Ça, c'est un des plus grands facteurs d'apprentissage chez l'adulte. Et c'est aussi ce qui est intéressant quand vous allez donner vos formations, c'est que tous les adultes sont différents, ils ont tous des bagages différents. Donc, tout peut être une source, tout bagage d'expérience est une source d'apprentissage pour eux, mais aussi pour les personnes qui vont participer aux autres formations. Donc, ils vont beaucoup apprendre les uns des autres. Et il y a des trucs pour faire en sorte qu'ils apprennent les uns des autres, que vous ne soyez pas les seuls à dispenser du contenu de votre atelier, mais que tout le monde puisse participer, et même les adultes qui vont participer à votre atelier. Une autre caractéristique qui, dans le fond, interagit beaucoup avec celle dont je viens de vous donner, c'est que les adultes sont tous différents. Hein? Ils sont différents à cause de leur bagage d'expériences qui sont diverses. Et ça va être votre travail à vous, en tant que formateur, d'aller chercher ces différences-là, de les prendre en compte quand vous allez donner votre atelier. Mais il y a aussi un fait, c'est qu'il va vous être impossible de juger les personnes qui vont être devant vous. C'est très difficile parce qu'ils viennent d'une panoplie d'univers différents, d'une panoplie d'expériences différentes qui va les avoir façonnés. Moi, pendant plusieurs années, j'ai été guide, j'ai fait des visites guidées dans des musées. Et puis un jour, il y a quelque chose qui m'a marqué parce qu'il y avait un homme dans ma visite guidée il faisait presque peur, il était mal habillé, il y avait des tatous partout sur le bras. Et puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait dans un musée? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui apprendre? Qu'est-ce qu'il vient chercher comme information? Je l'ai jugé rapidement, ce que j'aurais peut-être pas dû, parce que à la fin, j'ai su que cet homme-là était professeur d'université, professeur d'histoire, puis en plus de ça, il avait été guide dans le même musée. Donc, on ne sait jamais qui va se trouver dans votre formation. Des fois, vous allez être confronté, vous allez avoir des intervenants, vous allez avoir des gens qui travaillent avec les personnes aînées. Donc, tous les adultes vont tous être différents les uns des autres. Une des caractéristiques aussi chez l'adulte, c'est le manque d'assurance des adultes. Même si ça ne paraît pas, même s'ils ne le démontrent pas, pour certains, ça se voit rarement, mais un adulte, par confort, aime bien rester dans sa zone, là, je me répète, dans sa zone confort. Hein, c'est confortable, on est bien dans cette zone-là. Quand on est jeune, on fait plein d'activités. Hein. Par exemple, si on regarde les enfants faire du patinage artistique ou du patinage, ils tombent, ils se relèvent, ils n'ont pas peur de tomber, ils n'ont pas peur de se faire mal. Chez les adultes, avec le temps, on a développé quelque chose de différent. On sait que si on tombe, on peut se faire mal. Un adulte, on n'aime pas perdre la face, on ne veut pas la perdre, on sait c'est quoi, on ne veut pas être jugé. Donc, malheureusement, si on reste dans sa zone de confort, c'est une zone qui n'est pas propice à l'apprentissage. Donc, vous, en tant que formateur, ce que vous allez devoir faire, c'est sortir les adultes de leur zone de confort pour les emmener peu à peu dans une zone qu'on appelle la zone d'apprentissage. Et puis, par la suite, il faut faire attention parce que cette zone-là,
si vous les emmenez un petit peu trop loin, ils vont sortir, ils vont rentrer dans une zone qu'on appelle panique. Donc, et là, ils vont se fermer hermétiquement à tout apprentissage. Donc, vous devez les conserver dans la zone qu'on appelle la zone d'apprentissage pour qu'ils soient prêts à apprendre, qu'ils soient ouverts à apprendre. Et puis, on va voir un peu plus tard comment on fait justement pour les emmener vers cette zone-là. Les adultes, la dernière caractéristique dont on va parler ensemble, c'est que les adultes sont orientés vers les résultats. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple, un enfant à l'école, il va être orienté, il doit avoir des bonnes notes pour avoir des bons résultats. On peut obtenir des résultats en lui donnant des cadeaux, des collants. C'est pas pareil chez les adultes. Les adultes, eux, choisissent leur formation. Ils sont actifs dans leur formation. Et souvent, le fait de choisir une certaine formation est orienté par des motivations qu'ils ont. Et ils ont des objectifs quand ils choisissent cette formation-là, des objectifs qui vont répondre à leur première motivation. Et leur motivation, enfin, il y en a deux motivations. Enfin, deux qui se divisent en une panoplie de motivations, mais il y en a deux grandes, deux principales. On appelle la motivation externe, par exemple, qui a rapport au travail. Ça peut être une augmentation, une promotion, une meilleure visibilité au travail, mais il y a aussi ce qu'on appelle la motivation interne. Et la motivation interne, c'est probablement la motivation qui est la plus importante, qui est la plus décisive dans la formation de l'adulte et ce qui va permettre à l'adulte de bien emmagasiner les informations que vous allez lui donner. Puis c'est quoi ces motivations internes-là? Ça peut être une augmentation de une meilleure estime de soi, ça peut être une meilleure qualité de vie, ça peut être une satisfaction personnelle ou professionnelle. C'est cette motivation-là qui est déterminante et que vous allez pouvoir aussi utiliser pendant que vous allez donner votre atelier ou faire votre atelier. Est-ce que jusqu'à là, ça va bien? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je vais peut-être trop rapidement? Donc, je crois que ça... Superbe. Ben, c'est parfait. Alors, je continue. On va un peu plus loin. Donc, une fois qu'on a compris ou qu'on a noté les caractéristiques de l'adulte apprenant, ça ne suffit pas. Hein. Il faut savoir maintenant faire l'application de la théorie de l'andragogie à ces caractéristiques-là qui différencient beaucoup l'adulte et l'enfant. Donc, tout à l'heure, je vous parlais, on va parler de l'expérience de chacun, son importance. On va aussi, ce qui est important, c'est de responsabiliser et impliquer les adultes dans leur propre apprentissage. Et aussi, l'importance de la motivation interne. On vient juste de le voir, l'importance de la motivation interne de chacun des participants. Excusez-moi le terme anglophone, mais c'est le « what's in it for me ». Hein, il faut que vous démontriez la pertinence de ce qui est enseigné. Et plus vous le faites souvent dans l'atelier, mieux c'est. Comme ça, ils ne l'oublieront pas. Donc, si on prend le premier point, donc l'importance de l'expérience de chacun, hein, on l'a vu tout à l'heure, les adultes viennent avec un bagage d'expériences différentes qui fait qu'ils sont tous différents, qu'ils ont tous des façons aussi différentes d'apprendre. Donc, votre groupe, c'est presque certain, pardon, la sonnette vient de partir, on va la laisser aller. Donc, votre groupe de formation, c'est certain, il ne sera pas homogène. Il va y avoir des gens avec des âges différents, des expériences différentes, différentes aptitudes et différents besoins face à l'apprentissage, face à la formation ou à l'atelier qui vont suivre avec vous. Tout ça a une conséquence. Hein, il y a une conséquence à cette hétérogénéité-là, c'est que chaque adulte va avoir des moments d'absorption différents. Donc, ils vont comprendre votre contenu, le contenu de la formation à des moments différents dans votre atelier. Il va aussi y avoir différentes réactions face au contenu de la formation. Ça peut faire peur un peu. Hein? Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Il faut que vous vous adaptiez au groupe.
C'est difficile, hein, si vous êtes devant 60 personnes ou 20 personnes, de vous adapter à chacune d'entre elles. C'est pas ça que nécessairement vous êtes obligé de faire, mais vous essayez de vous adapter le plus possible aux situations et à la diversité de votre groupe. Par exemple, vous pourriez remplacer l'enseignement magistral par une discussion ou encore une activité ou un défi avec les participants, ou plutôt un défi entre participants. Donc, en changeant les activités, en changeant les différentes activités que vous allez faire dans votre formation, bien, ça va permettre aux participants d'emmagasiner toute l'information à leur moment à eux, à leur vitesse à eux, sans avoir de temps mort non plus dans votre formation. Si on passe à la deuxième, si on va un peu plus loin, excusez-moi. Donc, la deuxième partie, si on parle de responsabiliser et impliquer. Ah, je crois que Marina, vous avez une question? Alors, je ne sais pas si c'est... Marina, si vous avez une question, je crois que vous avez votre micro ouvert, vous pouvez la poser. Parfait, je vous remercie. Donc, je vais continuer. Donc, si on revient à responsabiliser et à impliquer les adultes dans leur propre apprentissage. Comment on fait pour les impliquer? C'est quand même assez simple. Donc, contrairement aux enfants, les adultes apprennent moins par la lecture, moins par l'écoute. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont actifs, sont actifs dans leur formation. Donc, pour les impliquer, les engager, il faut leur permettre d'apprendre ensemble. Il faut leur permettre d'apprendre de chaque membre du groupe. Il faut varier leur forme de collaboration. Un peu comme je vous disais tout à l'heure, changer d'activité. C'est sûr que si vous êtes, tout va dépendre vraiment de la grandeur ou de la grosseur, du nombre de personnes plutôt qui vont participer à votre atelier. C'est sûr que si vous êtes devant une soixantaine de personnes, vous ne pourrez pas peut-être les mettre en petits groupes. Ça va être beaucoup plus lourd, beaucoup trop lourd pour vous, ça va être difficile. Mais si vous avez un groupe d'une vingtaine de personnes, utilisez ce moyen-là, divisez-les en sous-groupes, posez-leur des questions, faites-les agir, faites-les interagir ensemble. Chaque personne est différente, chaque personne a une expérience différente. Permettez-leur de la donner. Ils vont se sentir valorisés. En même temps, vous, ça va vous donner un autre aspect. Vous allez avoir des nouvelles informations peut-être à rajouter aussi à votre formation dans le futur. Et ces personnes-là vont assimiler l'information, vont assimiler votre atelier de façon différente parce qu'ils vont le mettre un peu en pratique pendant votre présentation. Donc, c'est une façon de les impliquer dans leur apprentissage, c'est de leur donner la parole. C'est sûr que dans ce cas-là, vous allez devoir établir des règles un peu plus strictes. Hein. Ça va être beaucoup plus difficile pour vous. Vous allez devoir suivre, vous allez devoir encadrer votre groupe. Mais c'est une bonne façon d'apprentissage. C'est une façon aussi qui est intéressante pour vous parce que ça va dynamiser votre atelier. Et bon, vous avez vu, j'ai mis règle de 20 minutes. C'est qu'il y a une règle qui dit que c'est intéressant de varier les formes de collaboration à chaque 20 minutes. On va le voir pourquoi tout à l'heure, mais c'est tout simplement parce que ça permet de garder le groupe attentif. Tout simplement, ça les fait bouger. Donc, on va aller à la prochaine acétate. Donc, l'importance de la motivation interne de chacun. Donc, c'est important d'y revenir souvent dans votre atelier. Hein, les adultes apprenants, ils veulent que leur formation leur soit utile. Ils ont des objectifs et ils veulent que la formation réponde aux objectifs qu'ils se sont fixés, peu importe ces objectifs-là, peu importe leurs besoins. Ça leur appartient. Mais la formation qu'ils vont chercher, ils en ont besoin et ils veulent que ça leur serve.
comment on peut s'y prendre pour leur démontrer l'utilité de la formation. On diminue l'enseignement magistral, on augmente par exemple, on augmente l'importance qui est mise sur l'expérience qu'ils peuvent en retirer. L'expérience qu'ils peuvent en retirer soit au travail ou à la maison. On peut donner des exemples, on peut donner des scénarios de la vie réelle, on rend tout ça concret. Le formateur, il doit aider les participants à faire un lien entre sa formation et sa vie, que ce soit professionnelle ou personnelle. On n'est pas dans une salle de classe où il y a un sujet, il faut passer le sujet. Un adulte qui vient chercher une formation a un besoin, il doit répondre à ce besoin-là et c'est souvent un besoin qu'il doit appliquer dans sa vie. Donc, c'est à ça que va servir la formation et dans ce cas-là, encore là, varier, mettre beaucoup d'exemples, beaucoup de scénarios de la vie réelle, c'est intéressant. Dans les outils que la Fédération a mis sur pied, il y a des capsules vidéo qui sont tirées d'expériences de la vie réelle. Ça peut être une façon de le montrer. Vous pouvez faire visionner ces capsules vidéo-là. Vous pouvez aussi tout simplement poser directement des questions à vos participants, leur demander si peut-être eux, ils ont un témoignage où ils ont entendu quelque chose, les faire parler. Vous pouvez tout simplement aussi prendre des exemples dont vous avez entendu à travers les médias. Tout est bon. Toutes ces expériences-là, toutes ces façons de faire-là sont bonnes. Est-ce que jusqu'à là, ça va bien? Je crois que oui. Parfait. Donc, on va continuer. L'étape suivante, enfin, on a un témoignage de Madame Mélina Galland, qui est bénévole collaboratrice au projet Ensemble, qui a donné beaucoup de formations aussi. Je vais laisser Céline la présenter. Alors, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que oui, hein? OK. Donc, Mélina voulait être présente aujourd'hui, mais Mélina habite la belle région de l'île du Prince-Édouard. Et si vous avez écouté la météo dernièrement, l'île du Prince-Édouard a reçu une chute de neige incroyable et les systèmes sont très, très incertains. Donc, elle ne pouvait pas se joindre à nous. Alors, Mélina Galland est une bénévole, collabore avec la Fédération sur le projet Ensemble depuis 2010. Elle travaille au sein des francophones de l'âge d'or de l'île du Prince-Édouard et a animé une série d'ateliers sur la fraude et la maltraitance envers les aînés dans le cadre du projet. Elle a une carrière variée dans le domaine de l'éducation et elle est enseignante. Elle a été enseignante dans sa carrière professionnelle. Elle est maintenant à la semi-retraite et offre de la formation aux adultes, surtout dans le domaine de la langue seconde. Donc, elle collabore beaucoup avec divers collèges à cet effet-là. Lorsque j'ai communiqué avec Mélina Galland pour lui demander de nous partager son expertise, voici ce qu'elle nous a présenté. Alors, elle, ce qu'elle mentionne, c'est qu'elle a appris et essaie de pratiquer avec ses étudiants à tous les jours. C'est que c'est important de se préparer à une session qu'on offre, mais il faut pas nécessairement toujours être à cheval sur son plan. Il faut garder des options ouvertes parce que selon le groupe à qui on a affaire, les besoins de l'audience peuvent changer les plans que l'on a mis. Donc, la souplesse et la flexibilité est très importante lorsqu'on donne une animation. Un autre point est celui de dire que c'est très important de toucher les cerveaux et l'intérêt des gens, mais ce qui est le plus important, c'est de toucher leur cœur, de faire appel à l'humour aussi lorsqu'on présente devant un groupe.
c'est un point qui est très important. Ensuite, comme apprenants adultes, les apprenants bâtissent leurs connaissances sur ce qu'ils savent, sur leurs expériences. Donc, c'est important, comme animateur, de découvrir et respecter ce que les gens savent déjà et ce que les gens ont comme expérience. Myriam, tout à l'heure, le mentionnait, c'est important de garder la place aux apprenants dans le groupe à partager leurs expériences. Selon Mélina, être un bon animateur, c'est d'être un bon guide, comme un berger, d'être toujours en arrière et non nécessairement au devant du groupe. De découvrir au début de l'atelier le style d'enseignement qui est préféré par l'ensemble du groupe, soit par l'écoute, la lecture, l'écriture, et ensuite de voir comment on peut livrer ces différentes approches-là. C'est un peu comme mentionnait tout à l'heure Myriam au niveau des activités, de varier les choses pour essayer d'identifier ce qui anime davantage le groupe et d'aller chercher par le fait même leur participation, soit par différentes activités en sous-groupe ou en amenant les gens eux-mêmes à enseigner aux autres leurs connaissances. Oups, excusez-moi. Le dernier point présenté par Mélina est celui de dire que l'enseignement adulte veut seulement apprendre si c'est utile pour lui. Sinon, il décroche. C'est un peu comme le What's in it for me que mentionnait Myriam tout à l'heure. Donc, on peut aussi dire qu'on essaie de donner la chance à tout le monde. Alors, on essaie de ramasser ces questions et ces idées sur papier pendant la présentation et ensuite, on fait un tour de table pour connaître les idées de tous et de chacun et pour les partager. Et ensuite, pour terminer, ce que mentionnait Mélina, c'était qu'il ne faut pas avoir peur lorsqu'on présente un atelier et qu'on n'a pas les réponses à toutes les questions qui nous sont posées, de référer des fois ces questions-là à des experts. Donc, si par exemple, dans l'animation d'un atelier, vous n'avez pas la réponse à la question que quelqu'un vous pose, vous pouvez la prendre en note et faire vos recherches pour revenir à cette personne-là par la suite. Parce que vous êtes pas nécessairement des experts dans le domaine, par exemple, de la fraude ou de la maltraitance, mais vous allez devenir des guides dans ce domaine-là. Donc, vous devez accepter que vous n'êtes pas ces experts-là et être prêt à référer aux bonnes personnes, aux personnes qui sont, par exemple, des experts ou des expertes en la matière. Alors, voilà, c'était le témoignage de Mélina Galland, bénévole collaboratrice de l'île du Prince-Édouard. Alors, je repasse la parole à Myriam. Merci Céline. Donc, on va poursuivre. Donc, une fois qu'on a vu les caractéristiques des adultes apprenants, qu'on a vu aussi comment adapter l'andragogie aux caractéristiques des adultes, je crois que c'est bon, c'est important de parler comment être un bon animateur, les secrets du bon animateur. C'est comme toute chose, on devient bon plus on en fait. Hein? C'est quoi? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est la même chose pour un bon animateur. Plus vous allez faire de l'animation, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez être bien. C'est pas tout le monde qui a l'animation dans le sang. C'est pas inné pour tous, bien que je crois que vous avez beaucoup d'expérience dans l'animation, donc peut-être que ces secrets-là pour vous vous les connaissez tous, peut-être que vous en avez d'autres aussi. Mais je pense que c'est juste assez intéressant, assez important de vous en mentionner quelques-uns.
Le premier, ça touche beaucoup ce que Mélina, Madame Galland nous a dit. Il faut savoir accepter que le rôle de l'animateur est de guider l'adulte dans son apprentissage, dans son apprentissage. Ce que je veux dire, c'est que le formateur, c'est pas un éducateur, c'est pas un maître, c'est pas un professeur, c'est pas un instituteur. Vous n'êtes pas des experts, vous n'êtes pas des intervenants, vous êtes des guides. Vous guidez l'adulte dans son apprentissage, puis c'est pas moins bon, c'est même très intéressant comme fonction. Quand je pense à guide, moi j'ai une image qui me vient en tête, je vois une route de campagne sombre, noire, et puis là je vois des lumières, et puis les lumières guident l'auto ou guident le piéton à bien entamer son chemin, à pas avoir d'accident. Donc c'est plutôt une très belle fonction d'emmener, de guider les gens vers un autre point. Galilée a dit qu'on ne peut rien apprendre aux gens, on peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. Ça résume bien la fonction de votre rôle d'animateur. Le formateur, il doit être centré sur l'adulte apprenant et pas sur lui-même, pas sur son rôle à lui. J'ai mis une étoile. Pourquoi? La star du groupe, c'est pas le formateur, c'est le groupe. Donc, une fois que vous allez avoir accepté ça, ça va faire de vous un excellent animateur. Et comment faire pour disons, laisser la place, la star au groupe, laisser la place au groupe, c'est en leur donnant le droit de parole, en leur donnant, en mettant le focus sur le groupe, en leur posant des questions, en leur permettant aussi d'intervenir, donner des situations de leur vie de tous les jours. Donc, en leur donnant le plus de place possible. Puis, vous n'allez rien perdre au change. Vous allez autant apprendre d'eux qu'ils vont apprendre d'eux-mêmes et qu'ils vont apprendre de vous. Donc, c'est vraiment donner une formation aux adultes, c'est un partage d'acquis, un partage de savoir, un partage d'expérience. C'est très excitant, c'est très motivant. Pour être un bon formateur, un bon animateur, il faut aussi, faut pas assumer ou faire de suppositions. Par exemple, si je le dis, ils l'apprendront. C'est pas nécessairement vrai. Plus on parle, des fois, moins les gens retiennent, surtout si on a une voix calme, douce et égale. Donc, il faut varier. Faut varier les interventions, faut varier le ton de voix. Des fois, on peut, au lieu de parler tout le temps, on peut passer des vidéos aussi. Et puis, il ne faut pas penser que parce que nous, c'est moi le formateur, je suis l'expert, ils sont mes étudiants, ils vont apprendre. Non. Il y a peut-être d'autres experts aussi dans le groupe. Si vous vous rappelez bien, je vous parlais, moi, tout à l'heure, quand j'étais guide, que j'ai rencontré quelqu'un qui était professeur d'université en histoire et puis qui avait déjà été guide. Alors, probablement qu'il en savait plus que moi sur certains sujets. Donc, il ne faut pas penser que comme eux, ils prennent la formation, vous pouvez tout leur montrer. Non, au contraire, vous pouvez apprendre beaucoup de vos étudiants aussi, ou pas de vos étudiants, mais des participants à votre atelier. Une autre chose dont il ne faut pas assumer, c'est on obtient de grands résultats avec beaucoup de pression. À la flèche vers le haut, je voulais dire beaucoup de pression. On peut obtenir l'effet contraire. Tout à l'heure, je vous disais, c'est important en tant que formateur de sortir le participant de sa zone de confort pour l'emmener à sa zone d'apprentissage. Donc, vous faites ça en lui posant des questions, par exemple. Vous pouvez faire ça en faisant des mises en situation, en lui demandant de répondre. Sauf que chaque personne sont différentes. Il ne faut pas oublier que peut-être il va y avoir des gens qui vont être à l'aise et des gens moins à l'aise à se faire poser des questions. Si vous posez des questions ou trop de questions à une personne qui est, par exemple, gênée, vous allez lui mettre beaucoup trop de pression et puis là, vous allez la faire basculer de sa zone d'apprentissage à sa zone de panique. Là, cette personne-là va se refermer complètement sur elle et puis, comme une huître, elle va se fermer à l'apprentissage. Donc,
En tant que formateur, c'est votre travail à vous d'essayer de le déceler, de le décoder, soit par son langage physique. Vous allez vous en rendre compte, elle ne sera pas à l'aise. Donc, c'est à vous de la ramener dans sa zone de confort, peut-être, quitte à lentement la ramener vers une zone d'apprentissage. Peut-être que cette personne-là va être plus confortable en parlant devant un petit groupe, pas tout un groupe. Une autre chose dont il ne faut pas assumer, c'est, par exemple, la phrase « ça fonctionnait quand j'étais à l'école ». Oui, peut-être. Peut-être que ça fonctionnait pour vous. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour une autre personne. Et il y a aussi le fait que vous n'êtes plus à la petite école. Vous êtes devant des adultes. Si vous traitez les adultes comme des enfants, bien, votre atelier, votre formation va être moins intéressante. Vous allez peut-être perdre le contrôle ou peut-être le respect des participants. Bon, le respect, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça ne fonctionne pas. Si vous agissez envers eux comme envers des enfants, ils vont réagir peut-être comme ça aussi. Donc, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Puis, ils viennent ici pour apprendre. Ils sont donc tous pareils. On l'a vu tout à l'heure. Tout le monde est différent. Tout le monde a un bagage énorme d'expérience, de par son âge, de par son travail, de par sa vie personnelle. Donc, il n'y a personne qui va être pareil dans votre travail, dans votre groupe, dans votre atelier que vous allez donner. Vous allez peut-être avoir des intervenants devant vous, peut-être que vous allez avoir des anciennes victimes de fraude ou de maltraitance. Donc, c'est très important d'aller chercher ces différences-là chez les gens. Et puis, c'est pas vrai que comme ils sont tous ici pour apprendre, ils sont tous pareils. Donc, il ne faut jamais oublier ça, jamais le mettre de côté. Une autre clé ou un autre secret pour être bon animateur, c'est l'importance de la neutralité et de l'intégrité et de l'honnêteté. Un formateur, il n'est rien sans son intégrité. Ça peut retoucher un peu, recouper un peu ce que Mme Galland a dit tout à l'heure. Hein, vous êtes responsable, oui, du contenu de votre atelier. Hein, vous allez le donner du mieux que vous pouvez, mais vous n'êtes pas responsable de sa réception. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous donnez l'information, mais chaque personne a sa façon d'apprendre et a son temps d'apprentissage, son temps d'absorption. Donc, les participants à votre atelier vont avoir différents temps d'absorption. Donc, vous êtes que responsable de donner l'atelier, de guider les gens vers leur apprentissage. La réception, c'est vraiment, ça regarde l'adulte apprenant, les gens qui vont suivre votre formation. Si l'adulte n'est pas prêt à recevoir ce que vous lui montrez, la réception du contenu, elle ne se fera pas. Et puis, comment faciliter cette réception-là? C'est en établissant un lien de confiance entre eux et vous, entre les participants et entre le formateur. Et comment établir, comment se forme ce lien de confiance-là? Bien, c'est l'intégrité. Gardez toujours en tête, et puis une fois que vous l'acceptez, ça fait aussi du bien de le savoir, vous ne pouvez pas tout connaître. C'est impossible de tout connaître. Vous n'êtes pas des experts, et puis même si vous étiez expert dans un sujet, on ne peut pas tout connaître. Il y a trop de choses qui se passent autour de nous. Par exemple, si vous donnez un atelier sur la fraude, sur la sensibilisation envers la fraude, et quelqu'un vous pose une question sur une ressource locale que vous ne connaissez pas, ben, soyez intègre, soyez honnête et dites-le, je ne le sais pas, j'en ai aucune idée. Proposez une piste de solution. Hein, dites-leur peut-être, je vais m'informer, puis je vous envoie soit par courriel, par téléphone, l'information ou un prochain atelier si vous faites un deuxième atelier. Il n'y a personne qui va vous en vouloir de ne pas avoir la réponse. Il n'y a personne qui va être choqué que vous ne sachiez pas tout. Peut-être, par exemple, qu'il y a des gens qui vont être moins à l'aise avec le fait que il ne connaît pas la réponse, mais il nous en donne une autre. Parce qu'ils vont s'en rendre compte, ils peuvent s'en rendre compte. Donc, mieux vaut être honnête et pas inventer de réponse. Vous le dites franchement et puis ça va choquer personne. Et au contraire, ils vont avoir confiance en vous et ils vont être très réceptifs à votre atelier. Une autre chose qui est importante, c'est la neutralité.
Qu'est-ce que je veux dire par neutralité? C'est que peut-être dans le cadre de vos ateliers ou de vos formations que vous allez donner, vous allez peut-être être en contact ou avoir dans vos, comme participants, des gens qui viennent d'organismes, peut-être que vous aimez moins ou que vous connaissez moins ou peut-être qu'il y a des ressources que vous aimerez moins. Vous avez le droit à vos opinions, mais restez neutre. Parlez-en pas de façon négative. Les gens qui sont dans votre atelier n'ont pas besoin de connaître cette information-là. Et plus vous restez neutre, plus vous restez, plus ils vont être réceptifs, ils vont avoir confiance en vous. Donc, c'est très, très important pour vous, la neutralité, l'intégrité et l'honnêteté pour pouvoir bien passer votre contenu. Donc, par la suite, il y a savoir capter l'attention des participants. Si on regarde l'image, on voit un cellulaire barré, puis on voit dans le petit encadré un formateur et tout le monde regarde le formateur. C'est ce que vous voulez. Hein? Vous ne voulez pas que les participants passent le temps sur leur cellulaire ou leur ordinateur. Vous voulez que l'attention, vous voulez être écouté. Hein? Pour ça, il faut éveiller, il faut inspirer, il faut retenir, susciter leur attention. Et c'est pas toujours facile. Les gens ont une attention, on n'a pas un 2 ou un 3 heures d'attention. Hein? Souvent, on n'a que peut-être une demi-heure. Et il y a des temps aussi où c'est plus difficile que d'autres. Donner un atelier après l'heure du dîner, vous le savez, c'est difficile, les gens digèrent, ils sont plus fatigués. Donc, comment capter l'attention? Je crois que ce qui est intéressant, c'est peut-être de la capter dès le début. Hein? Quand vous vous présentez, par exemple, vous pourriez leur raconter une histoire. Soyez honnête quand même, il faut que ça soit vrai. Vous pourriez par exemple leur dire pourquoi pour vous c'est important de donner une formation sur sensibiliser les gens pour la fraude ou la maltraitance envers les aînés. Qu'est-ce qui vous a emmené vers ça? Déjà là, vous allez vous ramener, vous mettre sur le même pied, sur un pied d'égalité avec eux, parce qu'eux aussi, il y a une raison pour laquelle ils sont allés chercher cette formation-là. Donc, vous pouvez capter leur attention comme ça. Vous pouvez capter leur attention en variant les activités. Tout à l'heure, j'ai mentionné très rapidement la règle des 20 minutes. Bien, ça fonctionne pour capter l'attention. Vous pouvez parler environ 20 minutes, peut-être un peu plus, un peu moins, pour passer un concept. Puis après, vous faites un travail d'équipe par rapport à ce concept-là. Après, vous revenez peut-être à un concept plus magistral où vous expliquez, puis après, vous passez à une vidéo. Donc, comme ça, vous faites bouger l'attention. En parlant de bouger, vous pouvez bouger vous aussi. Peut-être pas trop bouger pour les déconcentrer, mais quand vous bougez, quand vous marchez, ils vont être obligés de vous suivre. Hein? Ils vont vous suivre, ils vont vous regarder. Donc, ça va permettre de capter leur attention. Vous pouvez les faire bouger aussi. Après, quand vous n'avez pas de pause, quand vous avez peut-être 2-3 heures d'atelier ou un peu moins, et puis que vous n'avez pas de pause, faites bouger les participants aux ateliers. Ça va leur permettre de se dégourdir, le sang va recirculer et vous allez recapter leur attention. Il y a après une autre façon pour être un bon animateur, c'est savoir appliquer les concepts de l'atelier à la vie réelle. C'est un peu ce que vous faites hein, quand, par exemple, vous faites des mises en situation. Mais c'est aussi important que ce soit encore plus personnel que ça. Par exemple, pour que l'adulte trouve que cette formation est importante pour lui, il faut qu'il puisse, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il puisse l'appliquer à sa vie de tous les jours. Donc, essayez de démontrer, essayez d'appliquer cette formation-là à la vie réelle. Comment vous pouvez faire ça? Retirez tout ce qui est fictif de la formation. Il y a quelques années, j'ai suivi une formation où on avait beaucoup d'activités du style si vous étiez un animal, quel animal vous seriez? Si vous étiez une fleur, quelle fleur vous seriez? Chez les enfants, ça fonctionne peut-être très bien. Une fois aussi, chez les adultes, ça peut être drôle, ça peut être rigolo, ça peut être une belle activité brise-glace.
mais l'utiliser trop souvent, on finit par perdre le fil, on finit par perdre, les gens vont perdre de l'intérêt à votre formation. Rendez plutôt la formation concrète, enlevez tout ce qui est fictif, fournissez des exemples de la vie, quelque chose qui est applicable dans leur environnement. Ce que vous pourriez faire, que je crois qu'il pourrait être intéressant, c'est aller chercher peut-être des témoignages que vous avez entendus ou des témoignages qui ont été racontés dans les médias, quelque chose qu'ils vont pouvoir vérifier. Hein, dans les médias, on peut toujours vérifier et ça va vraiment rendre l'atelier réel, concret. Et enfin, le dernier, ça devrait être 4.6 ici, je suis désolée, c'est développer votre style personnel. C'est sûr que utiliser l'humour, c'est très intéressant dans un atelier parce que ça va dédramatiser, ça aide beaucoup l'apprentissage. Mais pour certaines personnes, des fois, ça peut être aussi plus difficile. Ce qui est important, c'est de trouver votre style à vous. Comment vous pouvez trouver votre style à vous, comment vous pouvez développer votre style personnel, eh bien, évaluez vos forces et évaluez vos faiblesses. Soyez pas la copie d'une autre personne, même si vous avez suivi une formation avec quelqu'un puis que vous avez trouvé le formateur excellent, c'est pas en faisant exactement comme il a fait. Peut-être que pour lui ça fonctionne, peut-être que pour vous ça fonctionnera pas. Peut-être que pour certaines personnes, se déguiser, pour eux, c'est très important. Peut-être pour vous, c'est plus important d'être plus sérieux. C'est vrai que la Fédération a développé certains outils dont là, je pense à l'occasion fait le jeu interactif, l'occasion fait le larron, où on vous demande d'être très ludique, de passer cette information avec humour. Ça fonctionne très bien pour cette activité-là. Mais il y a d'autres activités qui, peut-être pour vous, ça va être plus facile d'être un peu plus sérieux. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvais ou de bonne stratégie. Ce que vous devez être, c'est simplement vrai et puis honnête envers vous-même. Parce que si vous imitez quelqu'un d'autre, même si vous l'appréciez, même si vous aimez sa façon de former, bien, peut-être que les personnes vont sentir que vous êtes moins à l'aise, peut-être que vous allez être moins à l'aise aussi. Donc, apprenez à vous connaître. C'est sûr que c'est probablement plus on en fait, plus on développe son style. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, en forgeant, on devient forgeron. Est-ce que jusqu'à là, il y a des questions? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je parle trop vite? Donc, tout va bien. Alors, on va continuer, on va aller plus loin. Donc, on est rendu à la dernière étape de notre atelier. C'est non la moindre, c'est probablement une des étapes, selon moi, qui est la plus importante. Pourquoi c'est pas que les autres sont pas importantes, au contraire, il faut connaître les caractéristiques des gens à qui on s'adresse, il faut savoir appliquer, savoir comment enseigner aux adultes, mais comment mettre sur pied des ateliers à l'aide des outils développés par la Fédération. Enfin, c'est ça que vous allez faire dans les prochains mois, hein. Vous allez mettre sur pied vos ateliers. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada a développé beaucoup d'outils qui vont vous permettre de développer vos ateliers, qui vont vous permettre de les monter. Et moi, la prochaine, cette étape-ci, justement, le point 5, je me suis inspirée beaucoup du guide que je vais vous présenter ici. Voilà, qui est le guide « Comment animer un atelier ». Donc, ce que je vous dis, vous allez le retrouver à l'intérieur, ce qui va me permettre peut-être d'aller un petit peu plus rapidement. Mais vous allez tout retrouver là. Oui, allô? Donc, vous allez tout retrouver à l'intérieur de ce guide-là. Donc, je m'entends. Oui. Oui, Myriam. Oui, je vais juste mentionner ici pour nos participantes, vous devriez avoir reçu par l'attention de l'AFRA-CB ce guide « Comment animer un atelier ». Donc, techniquement, vous devriez avoir entre les mains
le guide avec vous. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez reçu cet outil-là? Ah, je vois que Christiane, vous ne l'avez pas reçu. Je vais vous ouvrir le micro, Christiane, s'il vous plaît. Bonjour, Christiane. Est-ce que vous avez reçu le guide? Votre micro est ouvert présentement. Il est ouvert, mais peut-être il ne fonctionne pas. Vous m'enverrez dans la section clavardage, Christiane, la réponse, à savoir si oui ou non vous avez reçu le guide. Donc, les autres personnes ont bien reçu le guide? OK, donc après la présentation de Myriam, je vais vous inviter à me confirmer. Marina, je vois que tu as le pouce par en bas aussi. Donc, je crois que vous ne l'avez pas reçu encore. Donc, je vais, après la présentation de Myriam, on va s'assurer que vous ayez les outils en main. OK, Myriam, je vais te laisser la parole de nouveau. Merci. Merci, Céline. Donc, comme je disais, la partie 5 a vraiment été tirée de ce guide-là. Donc, quand vous allez avoir le guide entre vos mains, vous allez avoir une partie aussi de la formation. Donc, je vais aller rechercher le PowerPoint et oups, on a la première page. Excusez-moi, je vais essayer de retrouver l'endroit où j'étais. Je crois que c'est l'autre. Non? Donc, voilà. Donc, si on regarde, enfin, ce qu'on va voir jusqu'à la fin, c'est les différentes étapes de mise sur pied des ateliers. Donc, la première étape qui est souvent oubliée, c'est les... Voyons, pardon. Voilà, c'est l'évaluation préalable et la cueillette d'informations. Malheureusement, c'est une étape qui est souvent oubliée, mais qui est très, très importante. Si vous vous rappelez bien, je crois que vendredi passé, Céline vous a fait parvenir un mini-sondage avec certaines questions, vos antécédents, enfin, je veux dire, pourquoi vous voulez prendre cet atelier de formation. Donc, pour vous connaître un petit peu au préalable. C'est très important. Enfin, c'est une étape qui est importante à ne pas négliger pour plusieurs raisons. Par exemple, si vous ne faites pas une évaluation préalable, si je peux vous donner un exemple, c'est un peu comme si vous auriez tous les ingrédients pour faire une recette, mais vous ne savez pas si vous allez faire un dessert ou si vous allez faire un repas principal. Mais vous avez tous les ingrédients, c'est juste que vous ne savez pas comment les agencer. Donc, c'est important de faire cette évaluation-là, parce que ça va vous permettre de connaître les gens, de connaître les caractéristiques des participants à votre atelier. Peut-être ça va vous aider à choisir le contenu de l'atelier, choisir l'endroit où l'atelier va se donner, la disposition de la salle, les activités que vous voudriez faire avec vos participants. Donc, et ça va aussi permettre de diminuer votre stress avant l'atelier. Donc, il serait préférable pour vous de connaître certaines informations avant de mettre sur pied avant d'aller plus loin dans vos ateliers, avant de l'organiser. Par exemple, vous pourriez vouloir connaître ou avoir une idée du nombre de personnes qui vont participer à cet atelier-là. Est-ce que les personnes se connaissent? Ou est-ce que les personnes vont se connaître le jour de l'atelier? Est-ce qu'ils sont tous inconnus? Vous pourriez aussi aimer connaître, est-ce que vous pourriez aimer savoir, est-ce que ce sont tous des hommes? Est-ce que ce sont des hommes et des femmes? Est-ce que ce sont toutes des femmes qui vont participer à l'atelier? Est-ce que est-ce que le français est leur langue principale ou c'est leur langue secondaire? Est-ce qu'il y a des personnes de différentes origines, de différentes langues? Est-ce que ce sont des aînés? Est-ce que ce sont des gens qui travaillent en intervention? Est-ce que ce sont des intervenants? Qu'est-ce que vous voudriez aimer, que vous pourriez aussi aimer savoir, c'est est-ce que les gens vont être en mobilité réduite? Si vous savez que vous allez avoir beaucoup de personnes en fauteuil roulant,
Le savoir d'avance va vous permettre de disposer votre salle pour faciliter le déplacement de ces personnes-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à entendre ou à voir? Si vous le savez d'avance, vous allez pouvoir peut-être prévoir un grand tableau ou prévoir un micro. Donc, ce sont vraiment des caractéristiques qui essentielles à la mise sur pied, au bon déroulement de votre atelier, si je peux m'exprimer comme ça. L'étape qui va suivre, c'est le plan, hein, établir un plan d'atelier. Là, on ne parle pas de mettre sur pied l'atelier au complet. C'est tout simplement une esquisse, hein, un croquis de qu'est-ce que va être votre atelier. À établir ses objectifs, réfléchir aux différentes activités qui vont permettre d'intégrer l'information et répondre aux objectifs de la formation. Vous pouvez esquisser un aperçu de la formation, quel matériel vous aurez besoin, le temps requis à la formation. Donc, c'est vraiment la première étape. Ce qui va suivre après, c'est les démarches logistiques. Tout à l'heure, je vais vous montrer un outil qui a été mis sur pied par la Fédération des aînés qui vous aide dans ces démarches logistiques-là. La démarche logistique est très importante, hein. Ça permet d'établir toutes les données et les éléments qui vont être essentiels à l'organisation de votre atelier. Ça peut prendre plusieurs semaines, hein. Elles peuvent s'échelonner sur plusieurs semaines, peut-être même mois avant votre atelier. Qu'est-ce qu'on inclut dans ces démarches logistiques-là? Connaître le nom, les coordonnées des organismes partenaires qui vont vous appuyer, qui vont appuyer votre atelier. Fixer bien sûr le lieu, la date, l'heure de l'atelier. Vérifier l'équipement, le matériel qui est disponible sur place, hein, parce que certaines salles vont vous offrir du matériel, mais peut-être pas tout. Donc, si le savoir d'avance va vous permettre de vous organiser et trouver ce qui vous manque. C'est important aussi, on oublie souvent de le faire, c'est de visiter la salle avant votre atelier. Pourquoi? Bien, ça va vous permettre de connaître à l'avance tous les détails sur la salle. Ça va aussi vous mettre en confiance. Donc, vous allez savoir où sont les portes, où sont les fenêtres, où sont les prises pour brancher votre ordinateur. Ça va vous permettre aussi en tête, de déjà faire le dessin de votre salle. Comment disposer les chaises selon les personnes qu'il va y avoir. Donc, tout ça, c'est des informations qui sont importantes à connaître. Dans la logistique aussi, vous avez, ce qui est important de savoir, c'est déterminer les attentes et les besoins des participants. Déjà, vous pouvez le faire avec l'évaluation qui va être faite au préalable. Vous pouvez aussi vous informer avec les gens qui vont organiser l'atelier, qui vont mettre sur pied l'atelier. Vous pouvez aussi, c'est pas obligatoire, mais si vous avez besoin d'experts ou de ressources qui vont intervenir dans votre atelier, bien, il faut communiquer avec ces personnes-là. Peut-être que quand vous allez donner un atelier sur la sensibilisation contre la fraude envers les aînés, peut-être que vous aimeriez qu'un agent de la GRC participe ou peut-être un juriste. Donc, il faut communiquer avec ces personnes-là. Quelques semaines d'avance, il va falloir aussi faire venir les outils qui vont être nécessaires pour appuyer votre atelier. Les outils, par exemple, ça peut être des dépliants. Il y a beaucoup de dépliants que vous allez pouvoir obtenir gratuitement. C'est intéressant de les faire venir pour les donner aux participants. Ils vont pouvoir partir avec quelque chose par la suite à la fin de votre atelier. À ce moment-là, vous allez aussi peut-être avoir envie de dresser une liste de toutes les ressources locales, hein, parce que vous ne les connaissez pas toutes. Donc, c'est le moment de dresser la liste. Et peut-être que vous allez vouloir donner à vos participants une liste des ressources locales. C'est quelque chose d'intéressant aussi. Et puis, une dernière chose que vous pourriez faire, c'est prévoir les circonstances qui pourraient vous obliger à annuler votre présentation. C'est aussi important, dans ce cas-là, d'informer à l'avance, hein, votre partenaire. Qu'est-ce qui pourrait vous être obligé à annuler votre formation? La chose qui me vient en tête le plus rapidement, une maladie, oui, mais une tempête de neige. Hein, en ce moment, en ce moment, à l'île du Prince-Édouard, il y a beaucoup de tempêtes de neige un petit peu partout, hein, au Canada. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre, enfin, qui doit être prévu. Est-ce que jusqu'à là, ça va bien? Oui, on vient de me mentionner que
En effet, il y a des grosses tempêtes de neige, j'ai dit partout au Canada, mais c'est en effet surtout à l'est, un peu moins à l'ouest, hein. Mais je crois que vous avez eu une tempête de neige en Colombie-Britannique dans les dernières, au tout début de l'hiver, je crois. Mais c'est vrai que vous en avez un peu moins à l'ouest. Est-ce que jusqu'ici ça va bien? Je crois que oui, alors on va continuer. Donc, une fois que vous avez passé par la logistique, vous êtes rendu à l'élaboration du contenu de votre atelier. On dit souvent qu'une heure d'atelier égale 15 heures de préparation. Dans votre cas, à vous, ce qui est très intéressant, c'est que la Fédération a mis en place plusieurs outils, hein, beaucoup d'outils différents que vous allez voir dans les webinaires, les prochains webinaires. Donc, des guides, des PowerPoint, des pièces de théâtre, des vidéos, des jeux qui vont vous aider à animer les ateliers. Donc, c'est sûr que cette phase-là, quand on parle de l'élaboration du contenu de l'atelier, pour vous, ce que ça veut dire, c'est, oui, faire la synthèse de votre atelier, décider du contenu, mais c'est aussi une autre chose. C'est prendre connaissance des outils qui ont été mis sur pied par la Fédération des aînés, les adapter à votre contenu, les adapter à votre atelier et apprendre à vous en servir, apprendre à les utiliser. Et puis, ces ateliers-là, c'est pas ces ateliers-là, pardon, mais ces outils-là vont vous permettre de donner le cadre à vos ateliers. Donc, c'est important vous en avez beaucoup, c'est important d'aller les chercher, d'apprendre à les connaître et de les utiliser parce que ça va vous aider dans la mise en place de votre atelier. Donc, une fois que votre atelier est monté, on est au jour J, hein, si je peux dire ça. Mais juste avant d'aller plus loin, je veux juste m'assurer que tout va bien. Oui, pour Madame Schmidt. Oui, pour tout le monde. Alors, je vais continuer. Je vais aller souvent parce que je parle très vite. Donc, alors, je vais aller plus loin. Donc, une fois que tout est prêt, c'est le jour J. C'est le jour de votre présentation de l'atelier, de l'exécution plutôt de l'atelier. Et puis, il y a différentes stratégies d'animation dont je vais vous parler à l'instant. Parce que c'est pas toujours facile de présenter un atelier. Pour certaines personnes, c'est même difficile. Et puis, il y a des petits trucs à ne pas oublier. Donc, par exemple, une des choses qui est très importante, c'est la présentation de l'animateur. Hein, pourquoi c'est important de présenter l'animateur? Disons que votre atelier, c'est un peu comme, si je peux vous donner un exemple, c'est un peu comme le vol d'un avion. Hein, il y a le décollage. Hein, excusez, je vais voir ma main. Là, il y a le décollage, qui est la présentation. Après, il y a le vol, qui est l'atelier, puis il y a l'atterrissage. Et puis, pour que le vol se passe bien, il faut que toutes ces étapes se passent bien. C'est un peu la même chose pour votre atelier. Donc, avant de commencer un atelier, il faut vous présenter. Parce que peut-être il va y avoir, enfin souvent, avant un atelier, il y a une zone de stress qui est perçue autant par le participant à l'atelier que par l'animateur. Hein, souvent, le participant, il va peut-être se dire, bon, qui va être l'animateur? Est-ce qu'il va me poser beaucoup de questions? Est-ce qu'il va y avoir des activités? Donc, il y a un certain stress, une certaine peur autour de ça. Et présenter, ça permet de désamorcer cette situation-là. On ne parle pas d'une grande présentation. En 2-3 minutes, ça suffit. Vous pouvez présenter. Pourquoi vous présentez vous, premièrement, qui vous êtes, vos antécédents, mais aussi pourquoi pas vous présenter pourquoi pour vous c'est important de donner cet atelier-là, pourquoi vous vous êtes sensibilisé à la cause de la maltraitance, ou pourquoi vous voulez sensibiliser les gens à la maltraitance envers les aînés ou de la fraude. Donc, c'est aussi le moment de présenter toutes les personnes qui participent. S'il y a un deuxième animateur, on le présente. S'il y a une personne ressource, vous la présentez. C'est le temps aussi de présenter, par exemple, s'il y a des organismes ou si vous avez un partenariat, vous les présentez. Et ce que je vous suggère aussi de faire, un peu comme on a fait au tout début, hein, on a parlé du plan avant d'aller plus loin, vous pouvez présenter les grandes lignes de l'animation ou de votre atelier. Par exemple, si vous parlez
de la fraude, vous pourriez sur un grand tableau à l'avant écrire point 1, vous allez parler de telle fraude, pardon, point 2, telle autre fraude, ou qui sont les fraudeurs. Donc, vous établissez le plan et vous le laissez à l'avant. Comme ça, tout au long de l'atelier, vous pouvez soit vous, hein, vous pouvez vous y référer, ou encore les gens qui vont participer à l'atelier peuvent toujours s'y référer. Donc, la présentation est très importante parce qu'elle va briser la glace. Si vous êtes devant un petit groupe, si vous n'êtes pas beaucoup, certaines personnes, certains formateurs vont même vouloir faire une activité brise-glace. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet à tous les participants de se présenter. Et ça va faciliter probablement la discussion au cours de votre atelier. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire aussi. Une autre étape, une autre stratégie d'animation, c'est de contrôler, en fait, c'est la gestion de la nervosité et de la situation des imprévus. C'est normal d'être nerveux, c'est tout à fait normal, vous ne serez probablement pas nerveux juste au premier atelier que vous allez donner. Peut-être que vous allez être nerveux à chaque fois que vous allez donner un atelier. Il y a des conférenciers qui disent qu'ils sont nerveux à chaque représentation. C'est tout à fait normal. Mais il y a des trucs peut-être pour, disons, pour pallier à cette nervosité ou plutôt bien la gérer. Le fait que la Fédération ait mis beaucoup d'outils à votre disposition, ça permet un peu de structurer votre atelier. Ça donne une structure à ce que vous allez dire. Alors, ça permet aussi de gérer une certaine nervosité. Mais une autre façon de la gérer, c'est bien posséder le sujet que dont vous allez parler. Si vous parlez de la fraude, bien posséder le contenu de votre atelier. Si vous parlez de la maltraitance, bien posséder le contenu que vous allez livrer aux participants. Là, je ne vous dis pas d'apprendre les choses par cœur. Même, je pense qu'il ne faut pas parce qu'il y a toujours des imprévus et puis si vous oubliez quelque chose, ça va justement augmenter à votre nervosité. Mais tout simplement, répétez souvent ce que vous allez dire. Soyez donc à l'aise avec l'information que vous allez présenter. Vous pourriez peut-être faire votre présentation, la présentation de l'animateur, donc les premières minutes à plusieurs reprises, hein, parce que c'est ça qui va vous permettre de briser la glace. Vous pourriez peut-être, certains s'enregistrent, enregistrent une présentation, un atelier au complet. Pour moi, ça ne fonctionne pas du tout m'enregistrer. J'aime pas m'entendre. Donc, ça me met même plutôt mal à l'aise. Donc, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne avec moi. Ce qui fonctionne avec moi, c'est le répéter devant quelqu'un, répéter devant mon miroir, ou encore, vous allez rire, là, mais sous la douche. Pour moi, c'est une des meilleures places. Je suis concentrée, il n'y a personne qui m'entend. Donc, avant de présenter un atelier, je prends beaucoup de douches. Réellement, c'est vrai. Mais c'est ça, il n'y a pas de mauvaise façon, il faut juste trouver la façon qui va fonctionner avec vous. Donc, vous répétez souvent, vous pratiquez souvent. Vous pourriez aussi, par exemple, les athlètes, hein, souvent on les entend aux Olympiques, un skieur va dire « je visualise la descente avant de la faire ». Ben, si ça marche pour cette personne-là, pourquoi ça ne marcherait pas avec vous? Alors, pourquoi ne pas visualiser votre atelier, hein, votre présentation? Vous pourriez aussi vouloir discuter avec une autre personne qui a donné des présentations ou d'autres animations. Et surtout, soyez confiant. Ce que je veux dire, c'est que même si vous êtes nerveux, essayez de le cacher, de le dissimuler peut-être dans votre façon de parler, hein, parler voix forte. Parce que quand les gens notent votre nervosité, ben, en fait, votre nervosité pourrait continuer tout au long de l'atelier. Donc, ayez l'air confiant parce que comme ça, le sujet va mieux passer à l'intérieur, enfin, dans votre formation, dans votre atelier. Il y a aussi, enfin, tout à l'heure, je vous disais la gestion de la nervosité, aussi les situations imprévues. Comment on fait face aux situations imprévues? Je crois que l'une des seules façons, c'est avec l'humour, tout simplement. Hein, l'humour, ça nous permet de faire face à plusieurs situations embarrassantes. Soyez souple, soyez créatif, soyez pas collé au plan que vous avez établi.
parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Peut-être qu'à la dernière minute, vous allez devoir changer de plan. Peut-être qu'à la dernière minute, vous allez devoir changer de salle. Donc, soyez vraiment créatif, vraiment souple de ce côté-là. Si vous êtes moins à l'aise avec la technique, avec la technologie, ayez pas peur aussi de demander aux gens qui participent à votre atelier leur aide. Peut-être que certaines personnes qui vont être dans votre groupe sont très à l'aise, peut-être avec les PowerPoint ou peut-être avec l'ordinateur. Donc, ayez pas peur de leur poser des questions. Hein, vous n'êtes pas expert dans tout, mais peut-être que vous allez tomber avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Moi, une fois, j'ai dû faire un exposé et puis j'étais incapable de mettre mon PowerPoint sur le système informatique. Mais il y avait une personne qui l'a fait pour moi et puis personne n'a été choqué. J'ai pu passer ma formation et puis cette personne-là m'a été de grand secours. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est jamais mal vu. Ne vous confondez pas non plus en excuses, ça va pas bien. Excusez une fois et passez à côté, tout simplement. Si vous avez peur de manquer de temps pendant votre formation, ce que je vous suggère de faire peut-être, c'est de prévoir à l'avance des activités que vous allez pouvoir annuler, afin que vous ne serez pas obligé de faire. Et si vous pensez que c'est le contraire qui va vous arriver, que vous allez avoir trop de temps, prévoyez d'avance des activités à faire en plus. Donc, comme ça, si vous les avez déjà en banque, vous n'allez pas avoir à vous poser des questions pendant l'atelier. Ça va couler comme si c'était de l'eau. Ça ne paraîtra même pas que vous avez trop de temps, que vous n'en avez pas assez. C'est juste des petits trucs que je vous donne. Hein. Libre à vous d'en avoir d'autres. Vous en avez probablement d'autres aussi. Vous avez beaucoup d'expérience dans l'animation d'atelier. Donc, libre à vous de trouver celui qui vous convient. Le point qui suit, c'est l'art de parler en public. C'est pas tout le monde qui est un bon orateur. C'est difficile pour plusieurs personnes. Moi, j'ai fait beaucoup de visites guidées, mais je suis toujours un peu nerveuse quand je suis devant un nouveau groupe. J'ai beaucoup de difficultés. Ma nervosité se voit facilement dans ma gestuelle. Je bouge beaucoup. Je parle très rapidement. Donc, des petits trucs pour parler en public. Essayez de, quand vous parlez, d'utiliser un débit pas trop rapide. Ça me fait toujours drôle de dire ça parce que je sais que c'est ma bête noire, mais essayez de parler ni trop vite, ni trop lentement. Et si vous avez un doute, ben, mieux vaut demander aux gens si vous parlez trop vite. Ils vont vous le dire et puis vous vous ajusterez tout simplement. Si vous n'avez pas de micro, hein, aussi, c'est important de parler fort et de parler clairement. Vous voulez que la dernière personne au fond de la salle puisse vous entendre. Si vous avez un doute, encore là, demandez-le. La personne va vous le dire si elle ne vous entend pas. C'est très intéressant quand il y a une discussion entre le groupe et vous. Donc, arrêtez-vous pour leur poser des questions, pour vous ajuster, pour que vous puissiez donner votre information le mieux possible. Ce qui est intéressant aussi pour être un bon orateur, ce que vous devriez faire, c'est moduler votre voix. Parlez avec votre cœur, comme Madame Galland a dit. Quand vous parlez avec votre cœur, vous n'allez pas avoir le même ton de voix. Hein, votre ton de voix va être changé, il va être modulé. C'est beaucoup plus intéressant. Essayez de parler au public, à chaque personne. Souvent, on dit à quelqu'un qui est un peu plus mal à l'aise, fixe un point et adresse-toi à ce point-là. Vous risquez de perdre l'intérêt du groupe. Donc, essayez de parler à tout le groupe. Hein. Vous regardez un peu un peu l'autre. Et fixez pas trop une personne. Cette personne-là va peut-être se sentir un peu stressée hein, d'avoir tout votre regard. Donc, essayez vraiment de vous adresser au groupe au complet. Faites usage d'anecdotes personnelles. Les gens aiment bien et apprennent facilement et retiennent bien quand on leur parle d'anecdotes personnelles. Bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une anecdote à chaque point. Là, ça va devenir un petit peu fatigant. Mais vous pouvez en utiliser pendant la formation et ça va personnaliser votre formation et vous allez devenir à l'aise aussi en parlant. Quand
quand on parle de soi, on est à l'aise. Une autre stratégie d'animation, c'est la participation de l'auditoire, hein, et les techniques de questionnement. Participer l'auditoire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est important. Hein, et c'est sûr que comment on fait participer l'auditoire? Bien, tout simplement, vous leur posez des questions. Il faut faire attention parce qu'on peut facilement et rapidement perdre le contrôle du groupe quand on leur pose les questions. Mais soyez strict dès le début. Hein. Dites-leur, comment je pourrais dire, par exemple, dites-leur si vous voulez que les gens lèvent la main, vous leur dites, vous avez des règles, vous établissez des règles dès le début. Ça va vous permettre de ne pas perdre le contrôle. Mais faire participer l'auditoire, ça va rendre votre atelier très vivant et ça va aussi permettre aux gens d'assimiler le contenu de façon différente à des moments différents et ça va permettre un peu aussi aux participants d'être un peu formateurs à leur tour et intégrer comme de cette façon-là l'information que vous voulez leur passer. Pour ce qui est des techniques de questionnement, essayez d'utiliser les questions ouvertes et pas les questions fermées. Parce que si vous utilisez des questions fermées, tout ce que vous allez avoir comme réponse, c'est oui, non. Donc, vous n'allez pas susciter la discussion. Donc, posez des questions qui vont emmener un développement. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus intéressant. Si je vois que le temps passe, alors on va passer rapidement à la maîtrise des discussions de groupe, puis le travail en petits groupes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs avantages au questionnement. Hein, ça permet chaque, participant va assimiler l'information donnée de façon différente, mais ça permet aussi aux participants vous allez capter l'attention des participants, si je peux dire ça, mais ça va aussi leur permettre de participer à leur propre formation. Mais ce n'est pas toujours facile, comme je vous disais, de maîtriser ce genre de discussion-là. Donc, il faut vraiment encadrer les discussions de groupe. Hein, si vous voyez qu'on sort du sujet, bien vous ramenez au sujet. S'il faut, vous pouvez retourner au plan établi là, au tout début. Vous revenez, n'ayez pas peur de ramener constamment les gens. Quand il y a une intervention, vous pouvez répéter, par exemple, ce que la personne vient de dire à voix haute pour que tout le monde puisse entendre. Il y a aussi la maîtrise du travail en petits groupes. Peut-être que dans le cadre de votre formation, vous allez vouloir diviser les gens en petits groupes. C'est très intéressant quand, par exemple, on a 30 personnes et moins. Par exemple, vous pouvez parler du concept général de la fraude, vous pouvez leur passer une vidéo, et puis là, vous les mettez en groupe et vous leur demandez de discuter du vidéo que vous avez vu. Et puis demander en groupe, est-ce que vous auriez utilisé la même stratégie que la personne qui est dans la vidéo. Hein? Donc, vous orientez les discussions. N'ayez pas peur d'orienter la discussion. C'est très important de les encadrer. Avant de diviser les petits groupes, vous pouvez aussi leur proposer de choisir un chef de groupe, si je peux utiliser le mot chef de groupe. C'est qu'en utilisant un chef de groupe, si par la suite vous voulez savoir ce que les gens dans le groupe ont discuté, bien vous pouvez demander au chef de groupe de vous transmettre les informations qui ont été discutées. Donc, vous leur indiquez, vous les orientez réellement dans ce que vous voulez. Mais c'est plein d'avantages, le travail en petits groupes. Hein, les participants vont prendre part activement à leur formation. Au cours de la discussion, certains vont aussi appliquer ce qu'ils vont avoir appris avec vous. Donc, ils vont appliquer déjà l'information à même l'atelier et pas après dans leur vie. Donc, ça va se faire très rapidement, l'assimilation, l'absorption plutôt du contenu de travail. Il y a aussi le fait que dans un petit groupe, les personnes qui sont plus mal à l'aise de parler en public vont être moins gênées de parler à l'intérieur d'un petit groupe. Et puis, pour eux, ils vont aussi pouvoir apprendre des expériences et des opinions des autres. Donc, il y a beaucoup d'avantages de travailler de cette façon-là, en faisant des petits groupes. Il y a aussi quelques inconvénients, par contre. Par exemple, rapidement, les participants peuvent s'éloigner du sujet. Ou encore, peut-être une ou deux personnes peuvent prendre
le contrôle du groupe. Ou encore, ça peut prendre du temps, hein, le temps que les gens se mettent en groupe. Donc, pour pallier à ça, vous pouvez procéder de différentes façons. Hein. Une des façons les plus faciles, c'est vous promener dans la salle, tout simplement. Vous les écoutez. Vous voyez quand ils sortent du sujet, vous les ramenez au sujet. Et puis, comment faire aussi pour que le déplacement se fasse rapidement. Disons que vous avez un groupe de 20 personnes. Vous savez que vous allez avoir 20 personnes. Vous pouvez peut-être installer 4 chaises, 4 tables ou 5 tables dans votre salle. Et vous dites, bon, votre groupe, c'est la table. Donc, les gens qui sont autour de la table, c'est votre groupe. Donc, déjà là, vous éliminez le temps perdu au déplacement. Mais c'est une très belle façon de procéder et d'apprendre. Et puis, ça dynamise beaucoup l'atelier aussi. Une autre stratégie d'animation, c'est le langage corporel. Il faut faire très attention à son langage corporel parce que c'est aussi important que ce que vous allez dire. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez l'air, si vous passez la main souvent dans les cheveux, ça peut déconcentrer les gens. Si vous vous déplacez trop souvent, ça peut déconcentrer les gens. C'est important de bouger. C'est important de bouger, de prendre possession de votre salle, oui. Il ne faut pas trop bouger. Il ne faut pas trop non plus gesticuler parce que vous allez les déconcentrer. Ou ça pourrait même être dangereux pour vous là, de gesticuler. Et puis, je ne blague pas quand je dis ça. Quand j'étais guide, il y a une fois, j'ai eu plusieurs personnes autour de moi. Ils étaient très, très, très proches, enfin trop proches. Et puis, en gesticulant, j'ai accroché le nez d'une personne, j'ai fait tomber ses lunettes. Elles se sont brisées. Donc, comment on a fait face à cet imprévu-là avec beaucoup d'humour et une chance que la personne avait beaucoup d'humour. Donc, gesticuler le moins possible pour garder leur attention, pour garder l'attention des gens autour de vous. Est-ce que jusqu'à là, ça va bien? Oui, pour Mme Schmidt, pour Mme Côté aussi, pour tout le monde. Alors, comme je vois qu'il reste 25 minutes à l'atelier, je vais continuer plus rapidement. Oui, bonjour Mme Schmidt. Ah, donc je vais continuer plus loin. Donc, on est rendu aux outils pour animer un atelier. Encore là, les outils, vous allez trouver tous les outils dans le guide de comment animer un atelier qui va vous être acheminé. À la toute fin, hein, à partir de la page 31, si je me trompe bien, tous les outils sont là. Donc, on va y aller quand même assez rapidement. Je vais les énumérer et vous les montrer directement. Donc, je vais juste aller les chercher. C'est des outils qui sont pas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais qui vont vraiment vous aider dans la planification de vos ateliers, soit en diminuant votre stress, mais surtout en vous aidant à planifier votre atelier. Donc, je vais aller les chercher. Je crois, voilà. Donc, le premier, je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est le calendrier de planification. Hein, quand vous faites votre logistique, je vous disais que le travail de logistique peut commencer plusieurs mois à l'avance. Ici, vous avez toutes les informations sur une page et c'est très visuel. Donc, vous pouvez voir que 3 mois avant de commencer, avant de faire votre atelier, avant le jour J, vous pouvez commencer la synthèse de votre atelier. Vous pouvez déterminer le temps qui va être requis pour chaque atelier. Voyez aussi 2 mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire 2 mois avant l'atelier? 7 semaines avant l'atelier. 1 à 2 semaines avant. Qu'est-ce que vous faites juste avant l'atelier, la journée même et après l'atelier? C'est quelque chose, ça prend pas de place, c'est une page. Et puis, c'est un très bon aide-mémoire. Vous pouvez, par exemple, à chaque fois que vous avez fait quelque chose, cocher pour vous assurer de ne pas le faire 2 fois ou pour ne pas être mélangé. Donc, c'est vraiment un outil qui va vous être utile et peut-être, probablement, qui va vous devenir nécessaire. Un autre outil, c'est l'aide-mémoire pour la question de logistique. Encore là, ça va avec l'étape de la logistique. Par exemple, si vous regardez bien, la page se divise en 3.
Hein, vous avez la logistique, donc vous inscrivez où et quand l'atelier a lieu. Est-ce qu'il y a du stationnement, le numéro de la salle? Si vous avez d'autres renseignements, vous les notez. Hein, la clientèle, donc quand vous avez des renseignements, déjà là, vous pouvez l'inscrire ici à cet endroit-là. Et le matériel dont vous avez besoin. Hein, vous cochez à chaque fois que vous avez le matériel. Vous pouvez écrire qui va vous le fournir, ou est-ce que c'est vous qui le fournissez, ou est-ce que c'est dans la salle. Donc, encore là, c'est un outil qui est très important, qui va vous aider. Je sais que je passe quand même assez rapidement dans ce sujet-là parce que je sais que vous l'avez dans votre guide. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas y aller en détail. Vous allez les avoir avec vous. Donc, quand vous êtes rendu à l'étape de votre synthèse, vous avez un tableau synthèse ici qui va vous aider à utiliser à mettre sur pied votre atelier. Hein, vous allez pouvoir inscrire qu'est-ce que vous allez dire dans votre introduction, la méthodologie que vous allez utiliser, le temps à prévoir. Donc, il y a ça pour toutes les parties de votre atelier, hein, l'introduction, l'animation, la conclusion, l'évaluation. Donc, c'est vraiment à regarder, le feuilleter. Prenez possession de votre guide quand vous allez l'avoir en main. Allez regarder, mettre plus d'énergie à regarder cette partie-là. Vous avez aussi un autre qui est le formulaire d'évaluation de l'atelier. Une fois que votre atelier est fait, vous pouvez répondre à ces questions-là. Est-ce que vous avez été satisfait en ce qui concerne la logistique? Très satisfait, insatisfait? Donc, il y a une série de questions auxquelles vous pouvez répondre qui va vous permettre par la suite à aller plus loin et à faire continuer à faire d'autres ateliers. Qu'est-ce qui va être amélioré par la suite? Qu'est-ce que vous possédez déjà très, très bien? Si je peux aller avec l'autre évaluation ici. Voilà. Donc, il y a aussi un formulaire d'évaluation des participants. Donc, vous voyez à la fin de votre atelier, soit à froid, soit à chaud, on va en parler plus tard dans quelques minutes. En fait, c'est un questionnaire que vous pouvez donner aux participants. Parce qu'encore là, vous allez avoir leur appréciation. Vous allez savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé. Et pour vous, ça va vous réellement donner toutes les informations qui vont être nécessaires pour vous améliorer. Et puis, probablement aussi pour diminuer votre stress la prochaine fois que vous allez présenter un autre atelier. Et je voudrais finir avec le tableau d'identification des ressources locales. Encore là, c'est un tableau que vous devez remplir avec, par exemple, les ressources du lieu où vous allez présenter votre atelier. Hein, les personnes contacts, les adresses, la description des services, et puis vous pouvez écrire toutes les ressources disponibles et peut-être, pourquoi pas, donner ces informations-là aux participants de vos ateliers. Donc, tout ça, tous ces outils qui ont été mis sur pied, c'est pour vous aider à animer, enfin à mettre sur pied votre atelier. Donc, quand vous allez avoir le guide avec vous, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil. Je sais que j'ai passé très rapidement sur ce sujet-là. Est-ce que, par contre, ça va bien? Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce qu'on peut passer à la prochaine étape? Oui? Donc, on continue dans ce cas-là. Et là, je vais aller chercher l'acétate. On n'est pas loin. Voilà. Donc, l'exécution, oui. Donc, une des choses auxquelles vous allez être confronté, c'est probablement la chose la plus difficile auquel un formateur est confronté, c'est la gestion des cas difficiles. Tous les ateliers sont différents, tous vos ateliers vont être différents, mais vous allez probablement de temps en temps avoir des cas plus difficiles à gérer. Hein, c'est vraiment le plus grand obstacle dans votre travail de formateur pour la bonne raison que on ne peut pas vraiment le prévoir d'avance. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez préparer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, hein, quand on a des
voyons, quand on a des personnes, des cas difficiles dans notre groupe, puis là, j'essaie d'aller plus loin. Voilà. Bon, ben, quoi faire? Ben, il faut rester calme et agir rapidement. C'est plus facile à dire qu'à faire. Comment on peut rester calme dans ces cas-là? Enfin, il faut vraiment, faut être très ouvert. Il n'y a pas de bon truc. Ce qu'il faut faire, par exemple, comment agir le plus rapidement possible, c'est de reconnaître les cas difficiles le plus vite possible au début de l'animation. Et habituellement, ce n'est pas un problème. Ils aiment beaucoup parler, donc vous allez les reconnaître assez rapidement. Vous allez les voir. Comment on les reconnaît? Bien, par exemple, une personne qui va essayer d'emmener l'animateur à se disputer avec lui ou avec des éléments de la présentation, le cas difficile va essayer de perturber et interrompre la présentation. Il va essayer de prouver qu'il en connaît plus que l'animateur. Il peut même se montrer des fois agressif verbalement, soit contre un autre participant ou même contre l'animateur. Et puis, il va surtout abuser beaucoup du temps de parole, du temps qui va lui être alloué. Des fois, il va parler d'une situation personnelle, mais qui n'a pas de lien avec l'atelier, avec votre atelier. Qu'est-ce que vous pouvez faire une fois que vous les avez décelés, vous avez reconnu ces personnes-là? Bien, retirez la parole le plus vite possible, parce que sinon, il ne va vraiment pas prendre possession de votre atelier et ça va être vraiment difficile, ça va être lourd, et puis vous allez être épuisé à la fin de votre atelier. Donc, retirez-lui la parole, oui, mais de façon le plus diplomate possible. Hein, valorisez son point de vue, mais vous pouvez lui faire comprendre que les autres participants aussi veulent parler. Hein, vous pouvez lui dire, par exemple, qu'il n'y a pas beaucoup de temps consacré à l'atelier, donc il faut qu'il limite son temps de parole pour laisser la chance aux autres de parler. Vous pouvez lui proposer peut-être de venir discuter avec vous à la fin de votre atelier. Comme ça, il va arrêter de parler, il va venir à la fin de l'atelier. Vous pouvez peut-être remettre à l'avant-plan les objectifs de la discussion pour reprendre le contrôle de la discussion. Mais soyez ferme, n'hésitez pas à redonner vos directives, à dire que les participants ils doivent parler les uns après les autres, parce que sinon, si tout le monde parle en même temps, personne ne va comprendre. Donc, malheureusement, il y en a souvent, ça arrive souvent, et puis disons que ça fait partie du fait que chaque atelier, chaque formation que vous allez donner va être différente. Parce qu'on ne sait jamais ce que vous allez trouver, les gens qui vont participer à votre atelier. Et enfin, pour terminer, bien, tout à l'heure, je vous ai dit qu'un bon atelier, une bonne formation, c'est comme un vol d'avion. Hein. Vous avez le décollage, vous avez le vol et vous avez l'atterrissage. Il faut bien atterrir. La conclusion de l'atelier, c'est le moment où vous remerciez. Vous pouvez remercier les intervenants, hein, les personnes ressources qui sont venues, qui ont peut-être participé à votre atelier. Vous pouvez remercier vos partenaires. Et vous devez remercier les participants, les gens qui sont venus vous voir, qui sont venus vous écouter. C'est un bon moment aussi pour peut-être passer des dépliants, leur donner les dépliants que vous avez fait venir avant, hein, pour qu'ils repartent avec de l'information aussi physique avec eux. Pas juste l'information que vous aurez donnée, mais vraiment de l'information physique. Et peut-être leur donner une liste des ressources qui peuvent être utiles. Et c'est aussi le moment pour vous de faire une évaluation. Hein, une évaluation, c'est ce qui va vous permettre de peut-être améliorer ou de prendre plutôt le pouls de votre auditoire, de cerner les points forts, les points moins forts, les points plus faibles de votre présentation. Enfin, il faut connaître le niveau de satisfaction de votre clientèle, parce que votre clientèle est importante. Et puis, comment vous faites ça? C'est par une évaluation. Il y a différents modes d'évaluation. Hein, ça peut être à chaud. Tout à l'heure, je l'ai mentionné rapidement. Ça veut dire à chaud, c'est pendant
l'atelier lui-même à la toute fin. Vous pouvez leur passer un sondage qu'ils vont remplir. Et donc, déjà, une fois qu'à la sortie de l'atelier, le soir même, vous allez pouvoir compiler les réponses et savoir ce qu'ils ont pensé. Ou ça peut être à froid, donc après un laps de temps, quelques jours, peut-être même quelques semaines, une fois que l'information va avoir décanté. Vous pouvez, soit par la poste, même par courriel, leur passer un sondage. Il y a différents sites de sondage. Il y a SurveyMonkey, si je ne me trompe pas, où vous pouvez faire un sondage en ligne. Donc, il y a plusieurs façons, mais l'évaluation finale est presque aussi importante que la première évaluation, parce que c'est ce qui va vous permettre de peaufiner votre atelier. Et si vous le donnez une prochaine fois, c'est ce qui va vous permettre aussi d'être à l'aise, parce que vous savez ce que vous allez devoir travailler davantage et ce que peut-être vous maîtrisez très, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Moi, tout est beau pour Madame Trojani, pour Madame Smith, pour Madame Côté. Moi, j'ai terminé ma formation avec vous. Donc, c'est vraiment le temps pour des questions, si vous avez des questions. Myriam, Oui. moi j'ai une question à poser. Oui, en fait, justement, dans l'évaluation, moi ma question s'adresse surtout au sujet de l'évaluation d'un atelier. Dans le contexte où c'est un atelier de sensibilisation qui s'adresse par exemple à un groupe de personnes âgées où on a des gens qui sont très âgés. Généralement, ce qu'on a proposé à nos animateurs et animatrices, c'est de faire une évaluation de groupe. C'est-à-dire que tout de suite après la présentation de l'activité, que ce soit le jeu, l'occasion fait le larron ou un atelier, par exemple, qui présente des capsules vidéo, on demande aux gens, toujours selon un formulaire qu'on a développé, on demande aux gens d'évaluer à main levée l'animation qui vient d'être faite. Ça permet aux gens de s'exprimer tout de suite sur le fait. Des fois, il y a des gens qui sont pas très moins habiles à écrire dans un formulaire des idées. Alors, on s'est rendu compte que l'évaluation de groupe était une bonne façon de pallier à ce problème-là dans le cadre d'ateliers de sensibilisation, là. OK. Ce qui est intéressant aussi avec ce type d'évaluation-là, c'est que l'intervention d'une personne peut amener une personne à intervenir d'une autre façon. Et ça peut amener un autre questionnement ou quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas pensé à écrire seul derrière sa feuille, par exemple. Donc, c'est une bonne façon d'intervenir. Aussi, au niveau de l'évaluation, dans la série d'outils que la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada a développé, on a développé des formulaires, des modèles de formulaires d'évaluation pour chacun des outils développés. Donc, c'est possible aussi de prendre ces outils-là et de les adapter selon le groupe ou les groupes auxquels on présente les activités de sensibilisation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation sur ce premier atelier webinaire présenté cet après-midi? Vous aurez l'occasion de poser d'autres questions dans les 2 prochains ateliers, en fait dans les 4 prochains ateliers, parce que la série a en tout 5 ateliers webinaires, mais pour aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou des expériences à partager selon les données que Myriam a présentées cet après-midi? Oui, alors Marina elle a une question. Marina dit que c'était pas une question, mais un commentaire au sujet des intervenants difficiles au début de l'atelier, fixer des règles du jeu.
Oui, en effet, hein, Myriam, C'est- je te laisse continuer sur ça. En effet, Madame Schmidt, c'est dès le début, c'est très important de d'établir vos règles euh, et peut-être d'y revenir au courant aussi de la formation. Hein. Vous pourriez, tout à l'heure, je vous parlais de mettre le plan sur un grand tableau, mais pourquoi pas inscrire les règles du jeu aussi sur un grand tableau. Et puis, quand vous voyez que les intervenants, que vous avez un intervenant difficile, bien retournez à ce tableau-là. Vous avez raison, Madame Schmidt, c'est très important de le dire dès le début. Alors, merci beaucoup Myriam pour cet atelier webinaire sur comment animer un atelier et les concepts d'andragogie. Demain, nous allons vous inviter à la même heure pour un atelier sur le sujet de la fraude. Dans le cadre de cet atelier-là, on va vous présenter les grandes définitions de ce qu'est la fraude envers les personnes aînées, les types de fraude, mais surtout vous présenter le guide d'information non à la fraude que nous avons développé avec tous les outils d'animation pour vous permettre d'animer des ateliers de sensibilisation sur la fraude. Nous allons aussi avoir un invité dans le cadre de cet atelier, notre bénévole animateur collaborateur ici à Ottawa, Jean-Claude Bernet, qui va venir nous parler de son expérience d'animateur d'atelier non à la fraude. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention cet après-midi et je vous invite à toutes je vous invite toutes demain à la même heure pour le deuxième atelier webinaire de notre série d'ateliers de formation d'animateurs d'ateliers de sensibilisation à la maltraitance envers les aînés. Merci beaucoup et bonne soirée.